Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à ces webinaires. Je me présente, je m'appelle Marta Lunno et je travaille dans la rédaction de langue étrangère de la maison d'édition Zanichelli. Aujourd'hui, je serai la modératrice de ce webinaire au cours duquel nous allons parler de comment on peut faire quelque chose avec la langue et donc de ce qu'on appelle l'approche actionnelle en classe de FLE. Nous parlerons de ces sujets avec Maria Chiara Giovannini et Margot Legrand. Bienvenue à tous les deux. Merci, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. J'ajoute juste quelques mots pour introduire nos deux intervenantes d'aujourd'hui. Maria Chiara Giovannini et Margot Legrand sont aux côtés de Carole Castronovo et Claudia Casazza, autrices d'une méthode pour le collège qui vient d'être publiée pour la maison d'édition Zanichelli. Il s'agit de la méthode intitulée Créativité, un titre qui met déjà l'accent sur l'importance de la créativité et de l'action pour la réussite de l'apprentissage linguistique. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Maria Chiara et à Margot qui vont vous parler de ce sujet. Donc, bon webinaire à tous. Bonsoir à toutes et à tous. On vous souhaite la bienvenue à cette formation sur la didactique actionnelle en classe de FLE au collège. L'objectif aujourd'hui, ça va être bien sûr de présenter les principales caractéristiques de la didactique actionnelle, donc de cette approche en classe et de donner quelques explications théoriques, mais aussi et surtout de vous fournir des exemples simples et concrets d'application en classe pour votre pratique didactique quotidienne. Donc, on va aussi voir ensemble tous les avantages que ça comporte comme type d'approche et on finira en partageant avec vous quelques réflexions sur l'évaluation des tâches actionnelles. Donc, on espère voilà, que tout ça vous sera utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce moment ensemble pour parler d'action en classe de FLE au collège. Avant tout, on va esquisser un rapide et simple portrait d'une classe de collège en Italie qui étudie le français. D'habitude, ce sont des classes assez nombreuses. D'habitude, ce sont des classes avec des habiletés différentes pour utiliser une définition du professeur eh, Fabio Caon et classi ad abilità differenziate. Et d'habitude, les élèves ne sont pas tous et toutes enthousiastes d'apprendre le français. Et d'habitude, les élèves ne sont pas vraiment capables de collaborer et d'interagir d'une façon collaborative et constructive pour un objectif commun. De là, la nécessité de motiver les apprenants et à travers des propositions amusantes et liées à leur expérience. Il est nécessaire de créer la motivation en leur donnant un objectif important, de stimuler leur curiosité et d'enrichir leur perception du monde, de créer un milieu d'apprentissage inclusif et de développer l'esprit de collaboration et d'entraide, que tout le monde puisse participer à la création d'un produit commun qui a besoin de la langue pour être réalisé. On voudrait vous rassurer tout de suite, il ne s'agit pas de vous présenter la seule approche et la meilleure. On connaît très bien l'approche la plus classique de nos livres de français pour le collège, l'approche communicative. On vient tous et toutes de là. Il ne faut pas la négliger ou l'abandonner, mais on vous propose d'intégrer et d'enrichir vos propositions et votre approche en classe pour répondre à une vision de l'apprentissage plus sociale. N'oublions pas que la langue est un outil avant tout social.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous proposer ce petit sondage très simple pour savoir à qui on a affaire aujourd'hui, donc pour savoir si vous avez déjà entendu parler de l'approche actionnelle. Donc voilà, le sondage va être lancé dans une petite fenêtre et avec simplement trois options. Oui, comme c'est comme ça, vaguement, ou non. Et éventuellement, si vous avez déjà entendu parler de l'approche actionnelle, si vous la pratiquez déjà, vous pouvez dans le chat partager votre expérience. Ça peut être, je pense, intéressant pour tout le monde d'avoir votre retour d'expérience en classe. On vous laisse quelques secondes, voilà. Alors, on a quand même une majorité de oui ou vaguement, ce qui est positif. Donc, vous avez déjà été sensibilisé apparemment pour la majeure partie d'entre vous. Donc, vous avez peut-être déjà passé un cap, et c'est très bien, mais on espère aujourd'hui qu'on va pouvoir vous donner des nouvelles idées, des nouvelles pistes d'application en classe et des nouvelles astuces pour la mise en place de certaines activités ou pour l'évaluation, par exemple. On introduit maintenant euh, une définition de didactique actionnelle. On se demande qu'est-ce que la didactique actionnelle. La didactique actionnelle repose sur une vision de l'apprentissage comme un processus d'accomplissement des tâches réelles qui mettent en jeu la langue dans des contextes significatifs pour les élèves. Il ne s'agit pas seulement de transmettre le savoir linguistique, mais de permettre aux élèves de faire, d'agir avec la langue. On voudrait donc focaliser notre attention sur la définition de tâches réelles. On fait quelque chose de concret et d'important pour les apprenants en utilisant la langue française. La langue, donc, est notre moyen d'action et ce n'est plus le seul objectif d'apprentissage. En fait, notre objectif d'apprentissage est souvent interdisciplinaire la plupart du temps. Voilà les principes clés de l'approche actionnelle. La complémentarité entre approche communicative et approche actionnelle, l'action comme point de départ, l'apprenant acteur de son apprentissage et l'apprenant comme acteur social. On part du premier point, la complémentarité entre approche communicative et approche actionnelle. La compétence communicative est toujours là, on ne l'abandonne pas, c'est notre premier but, mais c'est le but de l'enseignant, du professeur. La communication pour les élèves passe à travers l'action. La perspective actionnelle s'inspire et va au-delà de l'approche communicative. Le but, en fait, c'est de développer des compétences permettant à l'élève de communiquer efficacement dans une situation authentique, dans le monde réel, dans la classe, pendant qu'il est en train ou elle est en train de travailler. Il faut faire naître le besoin de s'exprimer en langue étrangère. La langue devient donc un outil pour réaliser quelque chose de concret qui n'est plus seulement lié à une situation communicative en langue étrangère, mais à une situation plongée dans le réel. La langue est, sert à faire quelque chose en classe et permet de construire son propre apprentissage en collaboration avec les camarades et l'enseignant. On pourrait insister ici sur le passage du communicatif à l'actionnel. Le communicatif, l'approche communicative avec ses quatre habiletés et l'actionnel qui développe des savoirs. La méthode que nous allons vous présenter aujourd'hui se situe au passage de l'un à l'autre. Dans l'approche communicative, on utilise d'habitude des documents authentiques ou semi-authentiques. On propose aux élèves des activités d'expression comme des jeux de rôle et l'enseignant
est un facilitateur. Mais l'apprenant est un acteur en situation fictive et la classe est le lieu de la simulation de l'action. Tandis que dans l'approche actionnelle, les activités les activités sont des tâches authentiques, c'est-à-dire que on demande aux élèves de faire quelque chose d'authentique. Après, on vous proposera des exemples. Et les élèves agissent avec les autres élèves dans la réalité. Il y a donc une situation de coaction. Le langage et l'action sont profondément liés et on dépasse la fiction qu'on trouvait dans l'approche communicative et on rend réel le besoin communicatif. Les activités sont donc des passerelles entre les matières. Elles sont forcément toujours interdisciplinaires et peuvent faire partie des unités d'apprentissage qui concernent plusieurs disciplines dans un travail harmonieux de découverte et d'enrichissement des savoirs. La langue a son rôle authentique de moyen, d'instrument pour faire. L'action comme point de départ. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre la langue, on a dit, mais d'apprendre la langue pour l'utiliser, pour agir dans des contextes réels. On apprend du lexique et de la grammaire pour accomplir une tâche. Par exemple, résoudre un problème, mener une interview, conduire un sondage. L'élève devient acteur de son apprentissage. L'élève n'est plus un simple récepteur passif ou un acteur en situation simulée, comme la plupart des cas dans l'approche communicative, mais il devient un acteur impliqué dans le processus d'apprentissage, qui utilise la langue pour atteindre un but concret, qui apprend en réalisant des tâches ancrées dans la vie réelle. L'objectif, c'est savoir-faire. Et à travers le savoir-faire, savoir apprendre et savoir être. L'élève devient acteur social. L'élève devient un apprenant. Donc, il a un rôle actif. Et les tâches sont souvent réalisées en groupe, ce qui favorise la coopération, la collaboration, la négociation et la construction de sens. Il y a là les principes bases de l'éducation civique. L'apprenant agit à l'intérieur d'un groupe, mais aussi à l'intérieur d'une société de laquelle il s'occupe avec ses camarades. Voilà, et maintenant, après cette présentation plus théorique, on va passer à ce que vous attendez tous, j'imagine, côté pratique avec des applications concrètes en classe. Et on va vous fournir quelques exemples qui sont tirés de notre méthode créativité, qui est toute récente, qui vient d'être publiée et qui, comme vous le voyez, existe en deux versions, les 3 volumes ou le volume unique. La nouveauté, c'est aussi le petit volume, le 4e que vous voyez actuellement, de parcours de civilisation et préparation à l'examen, qui est un peu une alternative au volume 3, un peu plus léger, un peu plus compact, avec voilà, des parcours de civilisation, donc sans la partie de grammaire, de révision et d'approfondissement de grammaire que vous trouverez dans le volume 3. Alors, avant tout, avant de passer aux exemples vraiment concrets, on voudrait vous remettre souligner cette citation du cadre européen commun de référence pour les langues. L'approche actionnelle implique des tâches ciblées dans la classe dont l'objectif principal n'est pas la langue. Elle vise une autre production ou un autre résultat. Donc ça, c'est vraiment essentiel à comprendre parce que ça signifie que
il va y avoir vraiment une grande variété de tâches possibles et une grande variété de production et de résultats possibles. Donc nous, on va donner quelques exemples parmi d'autres, mais on peut vraiment avoir toute une variété de tâches, bien évidemment. Et dans cette variété de tâches, en fait, on va trouver plusieurs formes, on va pouvoir trouver plusieurs formes qui sont adaptées au contexte scolaire et à l'âge des élèves, avec une sorte de progression possible. Donc avec voilà, cette forme d'escalier, en quelque sorte, avec plusieurs marches. Euh, Parce qu'on peut avoir peur quand on entend parler d'approche actionnelle que ce ne soit pas adapté aux débutants, en première année de collège, aux toutes premières unités, etc. Mais en fait, oui, il y a beaucoup de tâches actionnelles qui impliquent l'interaction sociale, mais ce ne sont pas les seules. Il existe aussi de nombreuses situations où un apprenant peut accomplir seul une tâche actionnelle en mobilisant les compétences linguistiques qu'il a déjà acquises. Donc ça peut être vraiment dès l'unité 1 avec des micro-tâches individuelles et très simples, comme on va le voir. Donc, de manière vraiment à ne pas traumatiser les apprenants, à ne pas les abandonner face à une tâche trop complexe, euh, on va les accompagner vraiment de manière progressive, avec une dimension adéquate à leur échelle, à leur niveau. Voilà, on ne va pas les lancer tout de suite dans le grand bain. On va passer par la pataugeoire, si vous me permettez la métaphore. Et voilà, on va vous donner quelques exemples maintenant. Donc, le premier exemple, vous voyez, est tiré de l'unité 1. Donc, on commence de manière très progressive dès les premières unités. Vous allez trouver en fait cette page, le français en action, à la fin de toutes les unités. Et donc avec une partie de tâches actionnelles, ensuite il y a une seconde partie qui est consacrée à un jeu plus ludique. Et dans cette section, on va trouver des tâches qui appellent des productions concrètes qui font sens dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours et vraiment liées au contexte réel. Par exemple, ici, on a tout simplement la création d'un album photo avec des sections liées aux saisons, printemps, été, automne, hiver. Donc, des photos divisées en sections en fonction des saisons et avec des didascalies pour indiquer la date et l'âge des élèves qui figurent sur les photos. Voilà. Donc, on a une révision du lexique et des toutes premières fonctions communicatives de façon très simple, mais c'est une production, voilà, d'un objet matériel. Il y a un objectif qui fait sens. Ils peuvent ensuite, éventuellement, offrir cet album photo à la personne de leur choix. Et ensuite, dans le deuxième exemple, unité 3, euh, on a voilà, le classique emploi du temps. C'est une autre production qui répond à un besoin concret, qui est vraiment, qui peut avoir une utilisation pratique. Donc, ça va permettre ici de réviser, bien évidemment, le lexique des jours de la semaine, le lexique des matières scolaires et aussi des loisirs. Et ils vont pouvoir ensuite l'afficher dans leur chambre ou l'afficher sur le frigo de leur cuisine. Donc, ici, on peut aussi, disons, avoir ou très simplement le tableau, l'emploi du temps très classique, voilà, ou insérer un aspect plus créatif aussi de la part des élèves dans la mise en page, avec l'ajout éventuel d'illustrations, etc. Ensuite, dans ces tâches, toujours dans ces tâches individuelles, on peut aussi élargir les perspectives en intégrant des aspects d'éducation civique ou d'éducation émotionnelle. Donc, finalement, plus largement de citoyenneté active. À gauche, par exemple, on trouve la création d'une pyramide alimentaire, donc pour une
Réflexion évidemment sur l'alimentation saine et équilibrée, bien sûr en lien avec le lexique de la nourriture. Et de la même manière, on pourra très bien avoir la pyramide basique avec les mots inscrits à l'intérieur, simplement affichés sur le frigo, mais on peut aussi avoir une pyramide beaucoup plus créative avec des illustrations imprimées ou faites à la main, par exemple. Et à droite, on a la création d'une roue des émotions. Donc c'est voilà, assez sympathique et c'est assez même ludique à réaliser, parce qu'on a cette petite roue des émotions avec des couleurs qui correspondent aux émotions et qui peut être affichée par exemple sur la porte de la chambre avec une pince voilà, on vient pincer l'adjectif de l'humeur du moment. Donc, ça, c'est en lien avec l'intelligence émotionnelle puisque ça va impliquer la capacité à percevoir, à comprendre et à exprimer ses propres émotions. Alors, on passe au projet de groupe parce que dans notre méthode, on propose aussi et surtout des projets de groupe. Les cadres européens communs insistent aussi sur l'aspect collaboratif de l'approche actionnelle et nous avons déjà mis en relief cet aspect fondamental au collège. La classe peut fonctionner comme une mini-société où les élèves travaillent ensemble pour résoudre des problèmes ou pour produire un résultat. Par exemple, ils peuvent être invités à créer un journal scolaire en français, créer une affiche, rédiger une invitation, réaliser une interview ou un sondage, planifier une sortie avec les réservations, l'itinéraire, mais pour de vrai, pas pour simuler quelque chose, organiser une exposition, un spectacle ou encore réaliser une vidéo. On approfondira cet aspect dans quelques minutes. Et dans notre méthode, ces tâches sont collaboratives et globalisantes, sont un peu moins fréquentes parce qu'elles sont plus complexes, bien sûr, et un peu chronophages. Elles sont présentes dans toutes les intersections, néanmoins, et dans la boîte à idées, toutes les deux unités. On vous propose cet exemple de projet de groupe euh, qui est proposé dès les premières unités. Et cette tâche est proposée dans l'intersection des unités 0,1. Il s'agit de partir d'un objet à recycler pour obtenir quelque chose d'autre, mais surtout de documenter tous les passages de la transformation et de les afficher en classe. Le groupe doit choisir l'objet, choisir sa transformation, s'organiser pour l'afficher et présenter à un public le travail. Les élèves doivent donc négocier avec les camarades, ils s'entraident et chacun collabore en utilisant les compétences transversales qu'il possède déjà. Chacun fait de son mieux pour la réussite du travail. Là, tous les élèves peuvent apporter leur contribution, même les élèves en difficulté d'apprentissage. Il s'agit d'un travail bien pratique et nous savons que utiliser les mains, faire avec son corps, favorise l'apprentissage et la mémorisation à long terme. Il y a deux aspects à mettre en relief, l'aspect créatif et l'activité invite à la réflexion, mais aussi à l'utilisation des différents supports et outils, photos, affiches, qui permettent d'exprimer sa propre créativité. Et on développe des compétences individuelles, des compétences proprement linguistiques, comme l'exposé oral, mais des compétences de type
orientatif. On prend conscience de ce que l'on sait faire et on reviendra plus tard sur l'encadré espace orientation que vous trouvez à droite, qui est centré sur l'auto-évaluation. Voici un autre exemple. Euh, il y a deux propositions dans cette tâche et on propose de réaliser une affiche avec des mots-clés du fair play à afficher au gymnase et de réaliser un diplôme à donner aux élèves les plus respectueux du fair play. Il y a là deux aspects à mettre en relief. L'aspect créatif, bien sûr, la création d'une affiche qui concerne, euh, qui concerne aussi les arts plastiques et qui peut être peut-être réalisée euh, à la- avec des affiches, des feutres, du papier, etc. Et il y a aussi, mais aussi avec des outils numériques. Et il y a aussi l'aspect des compétences individuelles et les compétences proprement linguistiques et comme l'expression écrite, mais aussi des compétences de savoir-faire, donc des compétences liées à l'action et des compétences sociales et d'éducation civique, bien sûr. Dans le troisième exemple, euh, on est déjà dans le volume 2 et il s'agit d'une tâche un peu plus complexe qui pourrait bien être exploitée pour la réalisation d'une unité d'apprentissage, donc interdisciplinaire. Et c'est une tâche qui concerne la citoyenneté active. On parle ici de cyberharcèlement et on propose aux élèves de réaliser une BD et on donne des suggestions, bien sûr, d'une BD sur les cyberharcèlements. Et il y a là l'aspect collaboratif, bien sûr, on partage des rôles dans le groupe selon le point fort de chacun et on s'entraide, on s'aide, hein, bien sûr. Il y a là aussi un aspect de médiation linguistique. Le travail, bien sûr, va être mené en français, mais aussi en italien. C'est normal. Les élèves discutent, parlent entre eux en français et en italien. Mais ça va, c'est OK. On peut bien acquérir cet aspect de médiation linguistique. Et puis, il y a un aspect interdisciplinaire, bien sûr, parce que la réalisation d'une BD engage comme matière les arts plastiques. Et on l'évoquait précédemment déjà, on peut aussi insérer des activités qui prévoient l'usage d'outils numériques. Et là, c'est l'ouverture sur le monde numérique, c'est vraiment un immense espace d'expression créative parce qu'on peut trouver des activités très très variées. Ça peut aller de la simple, entre guillemets, présentation multimédia à la création de podcasts, de vlogs ou de blogs, et même, pourquoi pas, la création de vidéos pour présenter la classe de français lors des journées portes ouvertes du collège. Donc tout ça, ça va être du travail très concret et très, très utile. Pour ce qui concerne la création de vidéos, on vous renvoie en réalité à notre webinaire précédent, puisque au mois de septembre, il y a eu ce webinaire Le français en action, silence moteur, ça tourne, dans lequel on évoquait déjà voilà, un peu une méthodologie pour la création de vidéos avec la même idée de progression en fonction des années du collège
Et on donnait là aussi des exemples concrets d'applications de réalisation de vidéos avec quelques astuces. Donc, par exemple, on donnait un peu des pistes pour des instruments comme l'application CapCut, une application gratuite pour le montage des vidéos qui a beaucoup de fonctionnalités. Donc voilà, si le thème vous intéresse, vous pouvez retrouver tout un tas d'informations dans ce webinaire précédent. Et ici, on voulait insister sur le fait que en, en fin de première année ou en deuxième année, on peut déjà demander la réalisation de vidéos individuelles, comme dans le cadre de la tâche actionnelle, individuelle ou éventuellement par deux. On va commencer peut-être par des vidéos qui ont un aspect narratif. Donc, par exemple, décrire un peu leur sport préféré, décrire leur maison, leur style vestimentaire. Ou par exemple, ici, dans l'unité 5, ce sera une sorte de vlog sur la routine quotidienne. Et ça part pas de nulle part en réalité, ça fait écho à la vidéo qui est à l'intérieur de l'unité 5, qu'ils auront déjà vue et étudiée, puisque dans l'unité 5, on trouve la vidéo de la sitcom du Club Nature, qui est un peu le fil rouge de notre méthode, avec donc un exemple de vlog des personnages eux-mêmes. Donc ils peuvent éventuellement s'en inspirer. Et comme deuxième étape, on peut passer de ces vidéos plus individuelles à des vidéos de groupe qui sont beaucoup plus articulées, qui peuvent être beaucoup plus créatives. Donc ça, c'est voilà, l'exemple qu'on vous donne, c'est dans l'intersection des unités 8-9. Donc une fois que les élèves ont pris un peu plus d'assurance avec la langue, ils peuvent commencer à réaliser des vidéos de groupe avec leurs camarades dans un but plus spécifique. Par exemple, ici, une activité consacrée à la sécurité routière, donc pour créer une sorte de campagne de sensibilisation. Euh, mais ça va être assez simple finalement. On ne demande pas non plus la lune, c'est exprimer une interdiction, une obligation. Donc, à partir des fonctions communicatives que bien évidemment, ils ont déjà étudiées. Donc, on cherche vraiment à se raccrocher aux connaissances linguistiques déjà acquises pour ensuite une mise en situation authentique. Et ici, comme vous pouvez le voir dans l'étape 3 de la tâche, on pourra avoir aussi un gros aspect créatif parce que, bien sûr, ils vont tourner la vidéo, ils vont pouvoir ensuite la monter en rajoutant des mots, des phrases en français, des éléments graphiques, de la musique, mais aussi, pourquoi pas, des animations, des stickers, même des effets spéciaux. Voilà, les élèves en général débordent d'imagination, donc ils peuvent s'en donner vraiment à cœur joie. Et éventuellement, à la fin, ça peut aussi être amusant de rajouter le bêtisier, les bloopers de leur tournage. Ça donne toujours lieu à un moment de partage assez amusant en classe ensuite. Des pistes pour la classe inversée. La classe inversée ne pouvait pas manquer dans notre méthode. Et nous l'avons conçue d'une façon un peu particulière. Et, c'est une tâche authentique à faire avec la classe inversée. On peut trouver des propositions de classe inversée dans le livre 3 pour la troisième année et dans le livre des parcours qu'on vient de vous présenter. Nous proposons dans la méthode une classe inversée orientée à l'action. La classe inversée est une tâche authentique à l'intérieur de la dimension scolaire, en effet.
Les apprenants, les apprenants ne simulent rien. Ils doivent atteindre un but lié aux dynamiques de l'apprentissage. Il s'agit, dans ce cas, je vous la présente, d'un sondage que chaque élève doit faire chez soi pour prendre conscience du temps effectif passé sur les écrans de la part des membres de la famille. L'apprenant doit élaborer un graphique et là, il y a en jeu des compétences logiques et mathématiques et le présenter en classe pour élaborer ensuite en débat avec ses camarades et l'enseignant ou l'enseignante. Et toujours dans le livre 3, à la fin d'un parcours lié à l'histoire, on demande de préparer un exposé sur un centre historique italien, patrimoine de l'UNESCO. Et si vous avez lu les, les nouvelles indications d'éducation civique, vous savez que euh, être et connaître euh, notre patrimoine est vraiment très, très présent là. Et la classe va apprendre beaucoup de ces présentations et on travaille sur des objectifs donc d'éducation civique. C'est une tâche à laquelle on peut travailler en petits groupes, 2 ou 3 personnes, ou individuellement. Et on va revenir maintenant sur tous les avantages que finalement la didactique actionnelle peut amener en classe. Voilà, on y a déjà fait allusion, mais on va faire un petit tour d'horizon, un petit récapitulatif. Alors, tout d'abord, bien sûr, on ne perd pas de vue l'apprentissage linguistique. Donc, finalement, c'est quand même un des principaux avantages, un des principaux objectifs, ça va rester de développer des compétences linguistiques, des compétences de communication. Et en fait, ça va être possible parce que on a des activités qui sont très pratiques, très engageantes et qui vont donc avoir une langue contextualisée. L'utilisation de la langue est contextualisée, ce qui fait que les élèves vont être amenés à l'utiliser de manière plus naturelle, plus fluide, plus spontanée. Et donc, ça va permettre de consolider leurs compétences linguistiques. Au-delà de ça, on l'a déjà dit, ça va stimuler leur créativité puisqu'il peut y avoir vraiment énormément d'aspects créatifs à explorer dans les activités actionnelles avec des productions très très variées. Donc, libre cours à l'imagination, on peut leur faire confiance pour des résultats surprenants. Et disons que dans cet aspect de créativité, on peut rattacher aussi les compétences numériques, ce qui est un aspect essentiel puisque, il faut les évaluer à la fin de la troisième année du collège. Ensuite, un autre avantage majeur, ça va être la favorisation de l'autonomie des apprenants, puisque les élèves vont être responsables de leur propre projet, donc ils vont devoir apprendre à s'organiser, apprendre à gérer leur travail, donc ainsi développer leur autonomie et développer aussi leur confiance en eux. Et en parallèle, et ça fonctionne assez ensemble, ça va encourager une réflexion sur soi. Parce que dans ces tâches, les élèves vont apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître leur personnalité, leurs préférences, leurs goûts, leurs émotions, comme on l'a vu tout à l'heure, et leurs compétences douces de manière générale. Donc, avec des points forts ou éventuellement des axes d'amélioration. C'est pour ça qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a à côté de chaque tâche authentique un petit box dédié à l'auto-évaluation.
on y reviendra tout à l'heure. Euh, je voulais juste préciser que ce travail en fait introspectif, ça se rattache aux objectifs didactiques de l'orientation. Euh, Voilà, comme vous devez le savoir, dans l'orientation, il y a cette ère personnelle qui implique comme compétence de mieux se connaître et de mieux s'auto-évaluer. Donc, c'est essentiel aussi pour les objectifs didactiques au collège. Autre point clé, le déclenchement de compétences transversales et sociales. Puisque, bien sûr, dans ce type de tâches, les élèves vont être amenés à développer leur capacité en résolution de problèmes, par exemple, le fameux problem solving, en coopération. Enfin, il va falloir coopérer avec les autres de manière efficace et, euh, et ainsi de suite, tout un tas de compétences extra-langagières en fait. Apprendre à s'organiser, à respecter des échéances, à travailler en groupe et à faire preuve de respect et d'empathie à l'intérieur du groupe, etc., etc. Donc, beaucoup d'aptitudes qui finalement sont essentielles pour bien vivre en société et qui sont aussi des soft skills et des objectifs didactiques à nouveau pour l'orientation, dans l'ère sociale de l'orientation. Et enfin, le dernier point, mais pas le moindre, ce type d'activité, ça va permettre une approche différenciée et inclusive parce que c'est une méthode qui s'adapte très bien aux, aux besoins et aux rythmes différents des élèves. Donc, le fait que les tâches soient très, très variées, ça va être positif pour pouvoir s'adapter à différents niveaux. Tout le monde va pouvoir participer à sa manière, selon ses capacités. Donc, même les élèves en difficulté d'apprentissage, tout le monde participe. Ça, c'est vraiment l'aspect essentiel. Et, euh, et en fait, va se mettre en place une sorte d'entraide entre les élèves. Les élèves vont s'entraider, se soutenir, et il y a une sorte d'interdépendance positive, finalement, qui va permettre de mettre en valeur les points forts de chacun. Donc ça, c'est vraiment essentiel parce que les élèves en difficulté, quand ils vont voir ce qu'ils réussissent à faire, à réaliser grâce à leurs propres compétences, à leurs propres capacités et grâce aussi à l'aide des autres, vont avoir vont avoir leur confiance en eux boostée. Donc, c'est très positif en général. Voilà, donc en faisant ce tour d'horizon des avantages, on voit bien que l'approche actionnelle, ça va au-delà de l'apprentissage linguistique. Ça prépare les élèves à la vie en société et ça développe des compétences extra-langagières comme l'autonomie, la coopération, la créativité, la réflexion personnelle, etc. Donc vraiment des compétences clés. Et vous en aurez peut-être entendu parler ces derniers jours. Tous ces avantages, ça trouve un écho vraiment, là, c'est l'actualité brûlante, l'actualité ministérielle, avec la première version des nouvelles directives nationales du ministère de l'Instruction, donc qui vise à ouvrir un débat public. Là, dans ces indications, on retrouve tous les mots-clés qu'on a déjà évoqués. Euh, les indications, en fait, garantissent l'autonomie des enseignants dans le choix des méthodologies didactiques, mais soulignent aussi l'importance des approches orientées vers l'action. Donc, l'action, c'est vraiment un mot-clé voilà, pour favoriser l'engagement actif des élèves. Donc, dans ces indications nationales, comme vous le voyez dans les mots-clés en rouge, il y a différentes stratégies qui sont recommandées. Donc, on trouve les fameuses tâches authentiques,
on trouve donc des activités créatives, on trouve le travail de groupe, la collaboration, etc., etc. Donc, on est vraiment en plein dedans. La professionnelle colle exactement à ces indications. Et finalement, on en revient toujours là. L'essentiel pour tous les enseignants de FLE, c'est, je pense, de stimuler la motivation des apprenants. Et en ça, la didactique actionnelle peut vraiment être une alliée parce que ça va donner du sens aux apprentissages. En fait, ça peut transformer la classe en un atelier moins théorique, plus vivant, avec une dimension concrète. Ça peut être un peu plus ludique et donc, ça va être plus stimulant pour les apprenants. Et le fait de faire, d'agir, de produire quelque chose, ça va permettre aux Français de sortir d'un pur cadre théorique et de devenir plus qu'une matière scolaire finalement. Ça va devenir vraiment un instrument qui peut être utile dans la vie quotidienne. Et ça va, on évite comme ça que le français devienne une pure contrainte ou une pure obligation. Ça peut créer un peu plus d'enthousiasme et un peu plus d'implication de la part des élèves. Donc ça, c'est vraiment une force des activités et des tâches actionnelles. On passe maintenant à réfléchir un petit peu sur l'évaluation. Et alors, on va aborder le sujet de l'évaluation à l'intérieur de cette approche. C'est vrai que la manière d'enseigner étant plus articulée, l'évaluation est évidemment plus complexe que celle des connaissances théoriques. C'est bien sûr plus facile d'évaluer les connaissances des grammaires ou de lexique, comme on est habitué à faire dans les tests, dans le contrôle de fin de l'unité. Mais pas de panique, on peut évaluer même les tâches authentiques. Et en ce qui concerne les compétences individuelles et personnelles, il est important d'habituer les élèves à toujours réfléchir à leurs aptitudes, à leurs points forts, et les habituer aussi à s'auto-évaluer. La réflexion sur soi-même, sur ses aptitudes, est l'un des objectifs de l'orientation, on le sait, dont on s'occupe pendant les 3 ans de collège, les 3 années de collège. Après chaque tâche authentique, dans les intersections, on trouve en encadré espace orientation, une façon simple et amusante de réfléchir sur le travail qu'on vient de terminer, qu'on vient de faire. Et comme on avait dit avant, il est nécessaire de trouver de nouveaux critères pour l'évaluation des tâches authentiques. On évalue bien sûr euh, les compétences linguistiques. Et là, il s'agit d'une évaluation plus formelle, mais on pose l'accent surtout et aussi et surtout sur les compétences pragmatiques. Et il s'agit là d'une évaluation plus qualitative sur la dimension de savoir. On pose l'accent sur la dimension individuelle, sur le savoir-faire, le savoir-apprendre, et en utilisant l'encadré orientation, bien sûr aussi, et sur la dimension sociale, sur l'interaction, sur la médiation, sur le savoir-être et sur les compétences civiques. Comment faire ça? Je comprends bien que c'est un travail tout à fait compliqué, bien compliqué. Et on vous propose d'utiliser le grille d'évaluation de Zanichelli et pour construire des grilles personnalisées.
d'éducation civique et d'orientation. Je vous invite à, à aller et entrer dans les sites et en utilisant cette adresse pour voir, pour explorer et pour comprendre comment élaborer des grilles personnalisées. Et c'est vraiment un travail facile à faire et on vous propose cet exemple. N'ayez pas peur, je sais qu'il y a beaucoup de textes, mais ça va être automatique. Euh, c'est euh, c'est le site qui fait ça. Et ça, c'est la grille qui concerne la tâche du cyberharcèlement et sur l'ABD, les intersections des unités, de l'intersection des unités 10-11. Et ça, c'est un exemple de grille d'éducation civique. Dans la troisième colonne, vous trouvez les objectifs qui ont été sélectionnés par l'enseignant. Et à droite, les niveaux et les notes correspondantes. On peut les exporter en Excel ou en PDF. Et celle-ci, c'est la grille de l'orientation, toujours liée à la même tâche authentique. Euh, je vous conseille d'aller explorer, de faire un peu, euh, d'essayer un peu. D'accord? Bon, on a Merci. terminé. Ouais. Je donne la parole à Margot. Non, moi, je voulais simplement vous remercier pour votre attention. Et maintenant, on va passer aux questions aux questions. Oui. que, voilà, Martha a lu les questions que vous avez posées dans le chat et va nous les transmettre. Oui, je vous remercie, Maria-Chiara et Margot, pour cette présentation qui a été vraiment intéressante. Nous espérons que vous avez trouvé des suggestions intéressantes pour vos prochains cours. Et maintenant, je vais lire un peu des questions qu'on a reçues dans le chat. Par exemple, il y a des questions à propos du temps qu'on doit dédier à ces tâches, vu que vous, le professeur de français, vous n'avez que 2 heures par semaine, donc est-ce que ces tâches prennent beaucoup de temps ou pas? Et peut-être il n'est pas nécessaire de tout faire en classe, non? C'est ça. Non, pas du tout. On peut justement faire une partie à la maison et la partie de l'organisation. Ça, c'est important de le faire en classe. C'est vraiment important de bien organiser le groupe et bien organiser le travail en classe. Et pour, sur la base de mon expérience, les élèves aiment bien travailler à la maison ensemble. Et donc, c'est bien de leur proposer de travailler aussi à la maison et d'apporter leur travail en classe. Mais j'insisterai aussi sur le fait que même à la maison, on a essayé de proposer des tâches qui ne soient pas trop chronophages pour les élèves parce qu'on sait bien qu'ils ont des tâches authentiques pratiquement dans toutes les matières et que ça peut devenir compliqué à gérer. Donc, voilà, on parlait de micro-tâches. En général, voilà, il ne faut pas des semaines et des semaines pour les réaliser, heureusement pour eux, euh, les pauvres. Merci, merci pour vos réponses. Il y a une autre question à propos de la création des groupes. Donc, par exemple, d'après ton expérience professionnelle, Maria Chiara, quelles précautions ou quelles stratégies peut-on adopter pour la formation de groupe? Et quel avantage as-tu remarqué dans le travail collaboratif duquel on a parlé? Alors, moi, j'aime bien le travail collaboratif. J'aime bien faire travailler en groupe mes élèves, en petits groupes. Normalement, pas de groupe très nombreux, deux, trois, quatre à la limite.
Et c'est vrai qu'il faut bien organiser le groupe, c'est-à-dire il faut donner des rôles à l'intérieur du groupe. Tout le monde travaille pour l'objectif, mais chacun a un rôle. Et il y aura celui qui organise au niveau numérique, par exemple, le travail. Il y aura celui qui donne le rythme au travail, celui ou celle, bien sûr. Et bon, avoir un rôle euh, donne de la responsabilité aux élèves et les implique dans le travail. Donc, ils sont dans le travail et ça, c'est la chose la plus importante, à mon avis. Merci. Et ça, c'est important aussi pour le thème de l'orientation, non? On a parlé pendant la présentation, mais est-ce que Margot, tu peux ajouter quelque chose à propos de compétences douces qui peuvent émerger pendant le travail du groupe, hein? Oui, finalement, dans le travail coopératif, collaboratif, si chacun a son rôle, on peut aussi avoir des compétences douces complémentaires. Et selon voilà, les points forts de chacun, on va vraiment chercher à appuyer sur ces points forts, ce qui ensuite donnera lieu à l'auto-évaluation, cette phase d'auto-évaluation. D'ailleurs, je voulais préciser que pour l'auto-évaluation, il y aura sur le site de la méthode, dans les prochains mois, seront disponibles aussi les tableaux d'auto-évaluation, non seulement les grilles d'évaluation pour les enseignants, mais aussi des grilles d'auto-évaluation simplifiées pour les apprenants. Ok, c'est vrai, merci. Et donc, vous avez cité aussi de nombreuses tâches authentiques tirées de votre méthode de créativité. Et donc, on pourrait se demander quelle est la valeur de la tâche à propos de l'évaluation par rapport au test de fin d'unité, à la vérification formelle. Donc, il y a une différence. Quelle est sa valeur? Bon, alors, on a dit la tâche authentique vise à évaluer, à, je dirais à développer surtout, et à la fin seulement à évaluer des compétences transversales. Ce sont les compétences qu'on doit évaluer à la fin de la troisième année, mais aussi des compétences encore plus importantes. Ce sont les compétences civiques, les compétences émotionnelles, les compétences sociales. Donc, moi, je crois que travailler avec aussi avec les tâches authentiques, pas seulement avec les tâches authentiques, on a dit notre méthode euh, se pose euh, au passage de l'approche communicative à l'approche actionnelle. Et donc, travailler avec les tâches authentiques, ça veut dire permettre de développer des compétences propres à l'individu, à la formation de l'individu, du citoyen et, et de l'humain, à mon avis. Et pas seulement de l'élève qui parle français. C'est ça. Oui, merci. C'est vraiment très important. Et vous avez parlé aussi d'outils numériques et une préoccupation pourrait être l'obligation pour les enseignants de maîtriser ces outils. Est-ce que c'est une limite où les élèves parviennent-ils à s'en sortir seuls avec ces technologies? Alors là, en général, je dirais que les élèves en savent plus que les enseignants et les enseignants peuvent en profiter pour faire un peu de formation continue grâce à eux. Parce que c'est vrai qu'on peut apprendre beaucoup, beaucoup de nos élèves qui sont des créateurs de contenu au quotidien, plus que nous et qui maîtrisent certains outils et qui vont avoir cette approche beaucoup plus intuitive. Donc, ils vont peut-être vous faire découvrir certaines applis, certains logiciels de montage, etc. Donc, vous pouvez en profiter pour apprendre d'eux. Mais c'est vrai que c'est pas, je pense, une préoccupation première. Et après, si un élève est en difficulté, il y a l'aspect d'entraide et pourront s'entraider et se présenter mutuellement
les instruments, les outils. Donc, je ne serais Quelqu'un pas dit, trop inquiète sur ça. quelqu'un dit, c'est pas vrai, ils ne savent pas envoyer un mail. Ben, un mail, c'est une chose d'adulte, c'est pas quelque chose pour un ado. Les ados créent des contenus vidéo pour s'amuser. Ils utilisent Instagram, ils n'utilisent pas le courriel électronique comme nous, les adultes. Et c'est vrai, ils ne savent pas envoyer un mail, mais ils ont d'autres compétences numériques. Voilà, donc à Et la limite, voilà. ce qu'on peut là où on peut être utile, c'est leur enseigner à transférer la Oui, vidéo. La vidéo, ils vont la créer. oui, Et bien sûr. ensuite la transférer, voilà, présenter des outils comme WeTransfer ou Oui. expliquer, voilà, exactement comment envoyer un email. On pourrait être utile aussi à les enseigner à bien utiliser ces Ah oui. outils et à faire attention et tout ça. Mhm. Et une dernière suggestion, quelqu'un a écrit dans le chat une professeure qui donne par exemple, de perches à main au groupe qui a mieux travaillé. Donc peut-être donner un prix, peut-être une bonne idée pour motiver, pour créer une sorte de situation de jeu à la fin de la tâche authentique, par exemple. Alors, moi personnellement, je j'aime pas trop la compétition en classe. Et jamais, ils sont déjà très, très compétitifs au gymnase, en salle de gym, au dehors de l'école. Donc, je ne suis pas complètement, j'aime pas trop ça, la compétition, donc les prix. Mais c'est vrai que l'appréciation du travail de la part de tout le monde, en applaudissement par exemple, ou la classe qui apprécie et qui manifeste ça, c'est très, très important. C'est déjà très important. Et il faut apprécier ce type de travail parce que c'est toujours un travail où les élèves s'engagent beaucoup. D'accord? Avec leurs limites, bien sûr, donc il y aura des travaux meilleurs que d'autres. Et c'est normal. Mais tout le monde s'engage parce que on a dit plusieurs fois, le but, c'est, ce n'est pas la langue, c'est faire quelque chose, construire quelque chose. Souvent avec les mains, avec son propre corps. Bien, c'est encore mieux que ça. Oui. On revient sur le thème de la petite société, du groupe Oui, et oui. donc du travail collaboratif. Et donc bien, j'ai lu toutes les questions qu'on a trouvées dans le chat. Et donc, je vous remercie pour cette présentation et je remercie tous les participants pour avoir participé, pour avoir écrit et partagé vos expériences dans le chat. Et nous vous souhaitons une bonne soirée et vous trouverez toutes les informations qui concernent l'attestat dans le chat. Et donc à bientôt et bonne soirée à toutes et à tous. Merci Bonne beaucoup. soirée. Au revoir. Soirée. Au Au revoir, revoir. bonne soirée. Au revoir.